Irak, 1991. Une insurrection oubliée. Un documentaire sonore réalisé par Radio 2049. Chapitre 5. Les Shoras. Dans tout moment de lutte intense, le prolétariat invente des formes d'organisation face aux problèmes immédiats qui se dressent face à lui. En 1991, dans le Kurdistan irakien insurgé, on les appelle les Shoras, littéralement conseils. C'est dans la ville de Souleymanie que ce mouvement a pris le plus d'importance. C'est pour cela qu'une fois encore, nous nous concentrerons sur cette ville. Formés pour répondre aux nécessités directes posées par l'offensive armée contre l'État de Saddam Hussein, ces assemblées ne deviendront véritablement la centralité de l'auto-organisation de la lutte qu'au cours du 8 mars 1991, date de la chute du dernier bastion du régime, la caserne centrale, appelée le Bâtiment Rouge. Bien que de courte durée, les Shoras montrent néanmoins une impressionnante capacité des insurgés à s'organiser. Voici un fragment de leur histoire. En mars 91, au nord de l'Irak, le souvenir des Shoras iraniens de 78-79 s'attaquant violemment au capitalisme et au régime le plus puissant du Moyen-Orient est toujours vivant. Mais surtout, comme nous l'avons déjà vu, Souleymanie baigne déjà avant même l'insurrection dans un contexte social très conflictuel. Toute la ville est agitée par des groupes d'ouvriers, de femmes, de chômeurs, de déserteurs, d'étudiants, se rassemblant dans les usines, sur les places et les quartiers populaires, dans les casernes, dans les écoles et les hôpitaux. C'est durant le soulèvement qu'une première rupture s'opère, qu'un saut qualitatif est effectué. Le maillage de conflictualité sociale qui préexistait dans la ville devient alors une force insurrectionnelle. Puis, quand les derniers représentants du régime sont exécutés, le dernier prisonnier libéré, les derniers postes de police et bâtiments gouvernementaux brûlés, alors, les Shoras deviennent véritablement les nouveaux organes du pouvoir où s'organise la vie quotidienne et où se prennent collectivement les décisions stratégiques et tactiques pour la suite. On a commencé à administrer certaines tâches nous-mêmes, comme d'abord la mise en place d'équipes médicales mobiles et la collecte de dons de sang pour les blessés à l'hôpital. On a réussi à collecter 1400 bouteilles de sang. La même chose s'est produite avec d'autres services, comme la réunification des travailleurs de l'eau et de l'électricité. Du coup, les approvisionnements en eau et en électricité, coupés pendant un certain temps en raison de la guerre, ont été rétablis dans tout Souleymanie. Enfin, nous avons réussi à faire fonctionner correctement à nouveau l'hôpital. L'administration de l'hôpital était entre les mains d'un Shora de travailleurs. Le personnel hospitalier travaillait 24 heures sur 24 et on a récupéré des ambulances et des médicaments pillés pendant le soulèvement. Les services centraux du conseil municipal ont mis en place leur propre Shora, élisant leurs propres représentants. Ils ont aussi ramassé tous les cadavres dans les rues et nettoyé les lieux. Le mouvement des Shoras a rapidement saisi l'initiative. Le nombre de Shoras a rapidement augmenté jusqu'à ce qu'il y en ait 54 au total, répartis par district. Il y avait des Shoras d'ouvriers, le Shora d'ouvriers du conseil municipal, celui des ouvriers du textile, celui des ouvriers du tabac, celui de l'usine de poulet, celui de la société Hammurabi, celui de l'industrie de l'électricité, celui de la société Semini et celui de l'hôpital. Chaque Shora avait sa propre station de radio diffusant ses propres programmes, ses publications, des poésies, ses activités et les besoins de la population locale. Chaque Shora mettait en place des postes médicaux où le sang pouvait être donné à l'hôpital. Chaque Shora avait plusieurs comités traitant des médias, de la milice, des affaires médicales, de l'administration, des finances, de l'assistance générale et des lois,
ainsi qu'un comité pour les relations entre les Shoras et un comité des relations étrangères. Le 8 mars 91, nous avons organisé une marche à travers toute la ville avec 11 bannières proclamant ce qui suit. Choisissez comme représentants des personnes conscientes et droites. Faites du Shora votre base pour la lutte à long terme. Peuple révolutionnaire, les acquis de la révolution ont été obtenus au prix de votre sang. Ne le gaspillez pas. La conscience de classe est l'arme de la libération. Peuple révolutionnaire, mettez en place vos propres Shoras. Vive l'autorité des Shoras! Les femmes sont l'arme de la révolution, elles ont un rôle clair à jouer, aucune obstruction ne doit être mise en travers de leur participation. Liberté politique inconditionnelle et sans entrave. Pour le droit à l'autodétermination du peuple kurde. Frères et sœurs, vos fils à l'hôpital ont besoin de sang. Qui est volontaire pour aider? L'hôpital est un refuge pour les révolutionnaires et les blessés. Toute personne le touchant sera considérée comme un voleur. Nous aurions tort de voir les Shoras comme quelque chose de monolithique et figé. Partant de là où ils se sont construits et de besoins immédiats, il y a autant de formes d'organisation qu'il y a de Shoras. Mais peu de récits sont arrivés jusqu'à nous, c'est pour cela que nos connaissances sur la question sont limitées. Un témoignage parle par exemple d'un Shora qui s'étendait sur 2 villes. Comment en sont-ils arrivés là? Avaient-ils travaillé dans le même secteur et avaient-ils déjà lutté ensemble? Ce sont des questions qui resteront probablement sans réponse. Un autre témoignage parle d'un Shora dans l'hôpital de Souleymaniye. N'y avait-il que les travailleurs? Ou y trouvait-on aussi les patients et la population avoisinante? La composition sociale change selon les assemblées et de ce fait des intérêts divergents cohabitent. La majorité des Shoras reste composée de prolétaires, les enfants et les femmes au foyer des quartiers populaires, les chômeurs, les travailleurs des petites usines, etc. Mais on y trouve aussi des fonctionnaires et une petite bourgeoisie, qui, si elles étaient bien écrasées par le régime, ont malgré tout des intérêts opposés à ceux du prolétariat. Cette contradiction se retrouve presque dans toutes les luttes autonomes du monde, et elle peut se formuler ainsi. Soit, lutter pour une modification de l'ordre établi sans le détruire. Orientation dans laquelle les classes dites moyennes et bourgeoises ont le plus d'intérêt, puisqu'elles auront potentiellement une place dans la hiérarchie du nouveau régime en construction. Ou, lutter dans la perspective de la destruction de l'ordre économique actuel, dans lequel un groupe d'humains, la bourgeoisie, exploite un autre groupe d'humains, le prolétariat. C'est dans cette orientation que les classes exploitées trouvent un intérêt immédiat, la fin de leur exploitation. Dans les Shoras à Souleymaniye, ces 2 tendances s'affrontent. Différents groupes défendent explicitement l'une ou l'autre de ces perspectives. On retrouve notamment le groupe Marche pour le communisme, se revendiquant du marxisme-léninisme, cité dans plusieurs témoignages. Mais bien que très actifs avant même le début de l'insurrection et tout au long de la période des Shoras, il ne faut pas exagérer leur rôle. De nombreux groupes formels ou informels ont pris part à ce conflit, dont les enjeux touchent tous les participants au soulèvement. Malheureusement, en même temps que les Shoras réinventent les relations sociales, la contre-révolution se restructure. Lorsque les Peshmerga descendent de leur montagne, ils arrivent en ville alors que l'insurrection bat son plein. Ils ne vont jouer qu'un rôle d'appui à la foule dans la prise de la dernière place forte des forces du régime. Mais immédiatement, ils occupent certains bâtiments officiels, les banques et quelques carrefours stratégiques. Le Front kurde, leur représentant politique, cherche à reprendre l'administration civile et à construire les bases d'un nouvel État. Pour eux, il n'est pas question de révolution sociale, seulement d'une nouvelle direction nationaliste basée sur le pouvoir des chefs de clans locaux. Ces objectifs vont rapidement entrer en conflit avec ceux portés par les Shoras, qui ne sont pas reconnus par les nationalistes. Ils vont chercher à les détruire pour leur reprendre le pouvoir sur la ville. Très rapidement après la disparition du régime bassiste dans la ville, 2 pouvoirs vont coexister, celui des Shoras et celui des nationalistes kurdes. Au départ, les Shoras étaient un immense mouvement social rassemblant une énorme force autour d'eux. Toutes les tendances politiques, de gauche et de droite, tentaient directement de contrôler ou de manipuler ce mouvement social, pour leur propre compte, ou de l'éliminer, ou encore de le prendre en charge. Mais une fois qu'il a été reconnu comme une force sociale indépendante, ne relevant d'aucune organisation politique, ces derniers, voyant leurs intérêts menacés, ont commencé à s'opposer directement aux Shoras ici et là.
Dès le départ, le Front kurde voulait prendre le contrôle de toutes les institutions de la ville et les reconstruire. À cette époque, la crise portait sur le pouvoir politique. C'est pourquoi les Shoras sont devenus le centre de la lutte des classes. Ce qui signifiait la lutte des femmes, le chômage, des élections libres pour les représentants et l'autorité globale pour les affaires de la ville. À ce moment-là, la lutte des Shoras se dirigeait contre les patrons, contre les grands directeurs, les administrateurs et l'ancienne administration dont les ouvriers avaient des souvenirs terriblement amers. Cependant, les nationalistes voulaient redonner les emplois aux patrons. Dans certains endroits, les patrons étaient insultés et virés par les ouvriers. Par exemple, le chef du conseil municipal et des patrons comme celui de l'usine de cigarettes, celui de l'usine de vêtements ou celui de la compagnie d'électricité. Plus tard, ces patrons ont amené avec eux des groupes de Peshmerga, du Front kurde, pour bloquer les assemblées générales des ouvriers et empêcher qu'elles aient lieu. Ils ont même attaqué certains Shoras et voulu les fermer. Ce qu'ils faisaient sinon, c'était répandre une propagande toxique contre les Shoras, créant une atmosphère menaçante de terreur. Cela signifiait que la crise des Shoras n'était pas l'invention d'un groupe ou d'une tendance particulière, mais qu'elle avait en elle-même une base réelle qui aurait émergé tôt ou tard et qui représente un problème pour nous. Certaines tendances politiques voulaient affronter les nationalistes. Par exemple, le groupe de la marche pour le communisme, Rawat, voulait s'opposer au Front kurde. Leur but était de rendre la crise au sein des Shoras plus aiguë en affirmant qu'ils combattraient sans pitié tous ceux qui oseraient s'opposer aux Shoras. Mais il y avait un autre groupe actif au sein de la base, se qualifiant de mouvement avancé du groupe des Shoras. Plus collaborationniste, il voulait minimiser et nuancer les positions des Shoras jusqu'à ce que le Front kurde soit satisfait, afin que plus tard, ils puissent dissoudre le mouvement en leur sein. 2 jours après la déclaration du Front kurde, qualifiant les Shoras d'illégaux, cette tendance se dissout et quitta les Shoras. Ils sont encore confus et ne savent pas quoi faire. Mais le mouvement des Shoras a ignoré les menaces des nationalistes jusqu'au jour où les villes ont été reprises par les forces du régime. Come on, you think you drive me crazy. Well, come on. Après un mois d'existence, les Shoras sont minés par les désaccords politiques et la défaite militaire des insurgés dans tout le pays. Mais aussi la difficulté à ne serait-ce que se nourrir et les incessants rebondissements politicards dans les rapports avec le Front kurde. Ce dernier, dans la continuité logique de leur position et de leur programme, refuseront jusqu'au bout de collectiviser les armes et l'argent qu'ils ont saisis avant et pendant l'insurrection. Le 28 avril 1991, l'armée irakienne, réorganisée après la reprise du Sud, reprend Kirkouk, à 100 km de Souleymaniye, puis Daouk et Erbil le 30 mars, puis Zao le 1er avril. Le soir du 2, le Front kurde, qui avait promis de s'allier avec les Shoras pour défendre la ville, change radicalement d'avis. Sa radio diffuse des appels à fuir la ville. Le 3, Souleymaniye est bombardée. La quasi-totalité de la population part se réfugier dans les montagnes. Quelques combattants, malgré les ordres du Front kurde, résistent mais sans résultat. L'insurrection est écrasée. Merci pour votre écoute. Prochain épisode et 6e chapitre de notre série Irak 1991, une insurrection oubliée. Les bourgeoisies collaborent, unies contre les prolétaires. À bientôt sur Radio 2049.